Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette session. Vous pouvez prendre place, on a encore 2-3 minutes. Cette session qui s'intitule « Vers la naissance de nouvelles alliances ». C'est une session dont les 3/4 du panel sont anglophones, donc n'hésitez pas à mettre les casques si vous ne parlez pas anglais, parce qu'elle sera en grande partie en anglais. Je suis en compagnie de Bertrand Badré, il est invité par le Cercle des économistes, président du fonds d'investissement Blue Lake and Orange Sustainable Capital, qui va introduire cette session passionnante. Et moi-même, je suis Stéphanie Antoine, je présente le débat sur France 24 tous les jours. J'attends 5 secondes que tout le monde s'installe et je vais vous présenter tout de suite les panélistes. Alors, Mario Loyola est avec nous aujourd'hui, Senior Fellow in Law, Economics and Technology à l'Heritage Foundation. Merci d'être là. Ling Yao, bonsoir. Bonsoir, j'ai l'habitude de dire bonsoir parce que mon émission c'est le soir, mais là c'est vraiment bonjour. Professeur, vous êtes directeur de European Studies, qui est un think tank. Le think tank c'est Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation. On est ravis de vous avoir aussi à Aix-en-Provence. André Loskrug-Pietri, bonjour, président de JEDI. Alors, JEDI, c'est un organisme de recherche européen. Il est avec nous aussi. Nous avons avec nous Yann Tchernitsi. Bonjour, vous êtes Head of Department Economy and Innovation. C'est un think tank pour lequel vous travaillez, le Konrad Adenauer Stiftung. Et puis Omar Achour, qui est professeur, lui, Doha Institute for Graduate Studies à l'université d'Exeter. Voilà, bienvenue aussi à Omar Achour. Je vous ai tous présentés. Et Bertrand Badré, donc Bertrand, c'est à toi. Tu introduis donc cette session. Il suffit que tu parles dedans et ça marche normalement. Non? Mais dis. Petit problème de son, il faudrait régler le micro de Bertrand Badré. Voilà. Je peux te donner le micro. Est-ce que ça... Oui, ça marche. Bon, okay. Merci, merci Stéphanie, bienvenue aux derniers arrivés. Alors, je suis très heureux d'introduire cette session. Cette session, elle s'inscrit dans une nouvelle démarche du Cercle des économistes cette année, où on avons décidé d'engager une ouverture à un certain nombre de think tanks venant du monde entier. Et je dois dire, ça ne fait pas 25 ans que je participe, mais 24 ans, et je ne crois pas que j'ai jamais vu un panel aussi divers intellectuellement et géographiquement pendant toutes ces années. Donc vraiment, merci au Cercle de cette occasion. Alors, quand on parle de nouvelles alliances, c'est vrai qu'intuitivement, on a tendance à regarder vers le passé, ce qui est relativement facile. Quelles étaient les alliances? Est-ce qu'il faut s'y raccrocher? Est-ce que ça va évoluer? Comment? C'est assez facile d'analyser aussi ce qui se passe. C'est beaucoup plus difficile de déchiffrer les désordres de l'ordre émergent et de se projeter. D'une certaine manière, il y avait un certain confort relatif de la guerre froide, et ce confort relatif paraît loin. Loin aussi paraît l'année 2015, dont on célèbre à répétition les 10e anniversaires. 2015, rappelez-vous, les accords de Paris sur le climat, les objectifs du développement durable aux Nations Unies et la conférence sur le financement du développement à Addis, dont on a célébré à Séville la semaine dernière l'anniversaire. À l'époque, Barack Obama et Xi Jinping s'étaient serré la main et comme beaucoup, j'avais cru que cette poignée de main entre Barack Obama et Xi Jinping ouvrait une nouvelle ère. Et en fait, 10 ans plus tard, on a le sentiment que cette poignée de main, d'une certaine manière, elle était la clôture de l'ère précédente, celle ouverte en 1989-1990 et que Francis Fukuyama avait appelée la fin de l'histoire. D'une certaine manière, en 2015, on a vécu la fin de l'histoire et depuis, on tâtonne pour voir ce qui va suivre. Effectivement, 6 mois après Brexit, 1 an après premier mandat Donald Trump, 18 mois plus tard, 19e congrès du Parti communiste chinois et les plaques ont commencé à diverger. L'ordre mis en place après la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods, la Charte des Nations Unies, la création du GATT, etc., cet ordre, on voit bien, se fissure. J'avais salué, quand j'étais directeur général de la Banque mondiale, la création d'institutions concurrentes, l'Asian Infrastructure Investment Bank et la New Development Bank, la banque des BRICS, en disant c'est pas mal la compétition. Mais la réalité, c'est que par rapport au plan initial il y a 10 ans, tout est allé beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et on voit un monde multipolaire, et non seulement multipolaire, ce qui n'est pas forcément grave en soi, mais un monde multipolaire où les pôles ne se contentent pas de se regarder, mais aussi s'affrontent.
Le sujet du commerce, dont nous débattions la session précédente, le sujet de la défense, de la technologie, des migrations, tous ces sujets témoignent de lignes de fracture qui soulignent le fait que les alliances sont plus difficiles. Je me souviens à cette époque de mes premiers pas dans la gouvernance internationale, au G7, au G20, au Financial Stability Board. C'était déjà assez vertigineux d'imaginer comment on pouvait se mettre d'accord avec autant de diversité autour de la table. C'est encore plus dur aujourd'hui, alors qu'on passe dans un monde qui évacue progressivement la notion de gagnant-gagnant, de win-win, pour lui substituer une approche zero-sum game, un jeu à somme nulle. On a commencé par quelques coups de canif, maintenant on parle de tronçonneuse. Il ne s'agit pas seulement d'États-Unis, d'Inde, de Chine ou d'Europe, les plaques bougent, les concepts émergent, on parle de multi-alignement, on parle de coalition des volontaires, on parle de Global South. L'Alliance transatlantique, considérée comme un intangible, est en train de se fissurer. La rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis domine tout. Dans ce contexte, presque westphalien, dirait Kissinger, on est en train de retrouver des règles qu'on avait oubliées. Et il ne s'agit pas seulement de règles de comportement, mais aussi de normes qu'on veut imposer, de gouvernance. On va discuter de tout ça. Il y a une autre question qui me préoccupe aussi, c'est qu'on a des défis qui ne sont pas les défis de la mondialisation au sens où on la connaissait, mondialisation, l'organisation de règles techniques et de comportement. On a des défis qui s'adressent à l'ensemble de la planète, le climat au premier chef, mais pas seulement. Est-ce que les alliances sont uniquement faites pour trouver des sujets commerciaux, technologiques, de sécurité alimentaire, ou est-ce que malgré cette fragmentation, on va quand même être capable de nous réunir sur ce qui nous rassemble tous, c'est-à-dire nous tous humains sur cette planète? Merci. Voilà, c'est une vaste question en tout cas. Merci Bertrand, ça permet de cadrer le débat. Je vais démarrer avec vous, Mario Loyola. Ça ne fonctionne plus, ça y est, c'est bon. Senior Fellow donc à la Heritage Foundation. La Heritage Foundation, je rappelle à ceux qui nous regardent que c'est le think tank qui a élaboré le programme de Donald Trump 2. Et vous avez d'ailleurs fait partie du gouvernement de Donald Trump 1, qui était un peu différent. Donc, est-ce que c'est votre regard, justement, et celui de la Heritage Foundation? Est-ce qu'aujourd'hui, avec Trump, avec la Heritage Foundation, on signe la fin de l'ordre, finalement, qui était un ordre américain de 1945? Pas du tout, pas du tout. Merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être ici. Ce que l'on voit maintenant, je pense, c'est depuis la fin de la guerre mondiale, un monde multipolaire qui est marqué par l'instabilité, le changement d'alliance, mais également c'est le même monde que l'on a vu depuis plusieurs siècles et où on a une concurrence entre les principaux systèmes constitutionnels du monde pour voir lequel peut assurer la meilleure prospérité et sécurité pour ces populations. On veut travailler contre un système qui était faible économiquement. C'était, bien sûr, il était pendant la guerre froide, donc c'était faible militairement. C'est ce que l'on voit en Chine maintenant, la montée d'une puissance qui était. Nous regardons la Chine et nous voyons quel type de ce n'est pas l'Union soviétique, c'est. On voit un paradoxe qui est le système qui est complètement pour la prospérité et la sécurité pour ces gens. Pourquoi? Parce que même si c'est socialiste dans le contexte, c'est de plus en plus sur le marché capitaliste dans la pratique. Un peu la veste de l'Ouest. Donc il faut se concentrer sur ce point et c'est le fait qu'on voit très peu d'attention, mais on voit plus d'attention dans les années à venir. C'est le fait que la Chine a découvert comment avoir l'électricité la plus abondante et la plus bon marché, meilleur marché du monde, alors que l'électricité devient plus coûteuse et moins fiable dans le monde occidental en raison des conditions climatiques. Il s'agit là d'un risque à long terme pour ce système par rapport au système chinois. Et un point sur ce point, donc un point ici, je voudrais soulever. D'abord, on a besoin non seulement d'une nouvelle alliance, mais d'une nouvelle mission. Donc pour l'ancienne alliance, l'OTAN, et je pense que l'OTAN doit revenir à son concept original pour répondre l'OTAN doit revenir
aux objectifs de croissance économique et de pouvoir industriel, de représentation des intérêts globaux de ses membres et également la flexibilité de ses membres pour agir et résoudre aux problèmes de tous individuellement, et donc ceux qui sont les plus concernés. Et une chose que l'OTAN les pays de l'OTAN doivent faire et s'engager, c'est bien sûr l'abondance énergétique. C'est quelque chose que tout le monde va garder de cette conférence, c'est que le danger à long terme pour les démocraties occidentales, c'est le problème de la pénurie énergétique. Et donc, en acceptant le principe de l'abondance énergétique, on peut ouvrir une nouvelle alliance, avec le Sud global. Parce qu'on a vu à la COP depuis quelques années que les gouvernements d'Inde, d'Afrique, etc. arrivent en disant « mais nous, on ne va pas sacrifier notre développement pour une action climatique ». Et donc, je dirais que c'est une posture, une attitude correcte qu'on devrait adopter également, parce qu'à la finalité, la raison pour laquelle on s'inquiète du climat climatique, c'est pour le danger que le changement climatique pose au développement humain. Donc, le développement humain, c'est ce qui doit venir en premier. D'alliance dans les États-Unis de Trump et pour la Heritage Foundation. Est-ce que l'alliance, les alliés, ça a un sens? Oui, bien sûr, les États-Unis ont maintenu son engagement auprès de l'OTAN, mais encore une fois, les États-Unis il faut se souvenir pourquoi, en fait, Charles de Gaulle s'est retiré des structures de commandement de l'OTAN il y a 60 ans. La raison pour cela, c'était que il voulait préserver la flexibilité d'action de la France d'agir de son propre intérêt en termes de nucléaire. Et donc, ce qui va renforcer cette alliance, je ne peux pas parler au nom de l'administration de Trump, mais c'est le point de vue de la Maison-Blanche. Les membres de l'OTAN doivent démontrer leur capacité à agir dans l'intérêt de l'alliance. Et donc, cela veut dire que, pour un exemple, on a vu qu'Israël et les États-Unis ont frappé contre le programme nucléaire iranien. C'est le problème que l'OTAN aurait dû résoudre il y a 30 ans. Ça aurait dû se faire par l'OTAN il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le programme de l'Iran était une menace pour tout le monde. L'adversaire principal de l'OTAN, pour vous, si vous parlez d'autres menaces? L'OTAN, bien sûr, a été créée pour répondre à la menace soviétique. Et Vladimir Poutine, maintenant, est un retour à l'impérialisme tsariste qui ressemble plus à l'impérialiste russe que... et je pense que le problème de l'Ukraine est un problème difficile, certes, parce que les frontières de 91 de l'Ukraine sont le produit de la politique soviétique. Et donc, ils étaient compatibles avec un pays qui est dominé par la Russie, mais pas complètement compatible avec le pays qui voulait faire partie de l'Europe et qui veut être indépendante de la Russie. Donc, le conflit était mis en place dans la manière dont les frontières ont été définies en 91. Donc, mais dans la mesure où l'OTAN comprend bien le cadre comme un grand défi. Encore une fois, ce cadre, c'est plus un défi pour le côté européen de l'OTAN que pour les États-Unis en tant que tel. Et les côtés européens doivent montrer qu'il est prêt à mettre son argent, ou il est prêt à mettre des ressources pour arriver à ces objectifs. Pietri, vous pouvez peut-être réagir déjà sur ce qu'a dit Mario sur cette nouvelle alliance, sa conception, disons, de l'OTAN. On voit bien qu'elle est un peu différente de ça. C'est vraiment une alliance qui est née en 1949, donc elle fait partie de cette architecture post-war. Donc à la fois les Européens qui doivent se réarmer, ça en fait partie, mais aussi peut-être qui s'orientent vers le Sud. C'est ce que dit Mario Loyola. Oui, alors peut-être juste un mot. Je me sens un peu en intrus dans cette table ronde parce que je ne suis pas un think tank, on finance des programmes de recherche, mais c'est vrai qu'on passe 50% de notre temps à essayer de faire de l'anticipation, parce que je pense que le vrai sujet pour la plupart des démocraties, c'est effectivement la prospérité, la sécurité, et c'est de définir l'avenir que nous voulons, et ne pas se faire imposer l'avenir par d'autres. Et donc c'est pour ça que cet aspect anticipation. Peut-être juste pour prendre un petit pas de côté, mais un pas de recul, comme on a beaucoup entendu parler de Donald Trump, il a cette expression qui était vous allez entendre parler de gagner, gagner, you're going to hear about winning, winning, you will be tired of winning. Vous serez fatigué de gagner avec moi. Et donc, la question qu'il faut qu'on se pose par rapport à des nouvelles alliances, c'est qu'est-ce qui marche
dans le monde, dans le 21e siècle aujourd'hui, qui est à la fois, alors on entend beaucoup ces termes de l'Europe est un herbivore dans un monde de carnivores, je crois qu'on l'a tous entendu, je ne vais pas rentrer dessus, j'ai plus tendance à dire qu'on peut aller même plus loin. Il y a des vertébrés qui savent ce qu'ils veulent, et il y a des invertébrés qui soit font du en même temps, soit qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et je crains qu'aujourd'hui, que ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent vont perdre. La deuxième chose... Qui sont-ils, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent? Je vous laisserai faire vos conclusions vous-même. La deuxième chose, c'est la vitesse. J'ai entendu qu'une chose depuis 3 heures que je suis ici, c'est combien d'argent on met dans le contrat social, dans l'innovation, dans la recherche. Aujourd'hui, là, évidemment, plus d'argent est plus important que moins d'argent, et je vois le gouverneur de la Banque de France dans cette salle. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est la vitesse. La vitesse est le facteur clé de succès. Et aujourd'hui, ceux qui vont plus vite que d'autres vont imposer leur modèle à d'autres. Et ceux qui définissent l'agenda, aujourd'hui, vont écraser les autres parce qu'il n'y a pas d'autre terme. La troisième chose pour des alliances, pour que des alliances tiennent, c'est qu'il faut qu'il y ait une... Je crois qu'on parle toujours d'institutions, et on est très institutions dans nos pays européens, et on se rend compte aujourd'hui, on ne parle plus de la présidence américaine, on parle de Donald Trump, on ne parle plus du Parti communiste chinois, on parle de Xi Jinping, on ne parle plus de la Russie, on parle de Vladimir Poutine. Bon, de qui on parle en Europe? Voilà, à nouveau, donc on parle de personnes parce que c'est celles qui vont donner un rythme. Et c'est toujours le problème du coup de téléphone. Hein, oui, mais plus que ça, je pense qu'il y a plein d'opportunités. Et parce que je vous donne un quatrième chose, c'est le chemin qu'on trace. J'entendais tout à l'heure Jacques Attali, et là-dessus il a totalement raison, c'est le sujet du long terme. Aujourd'hui, ceux qui gagnent, et c'est mon quatrième point, c'est les alliances qui gagnent, c'est les alliances qui sont capables de se projeter, qui ne font pas la guerre d'hier, qui n'ont pas des plans de l'OTAN sur la guerre d'hier, mais qui ont les plans de l'OTAN sur la guerre de demain. Lesquels, par exemple? L'Europe? On n'avait, par exemple, pas du tout anticipé, on aurait écouté un tout petit peu plus les États baltes, on aurait pu anticiper ce qui s'est passé en Russie. On aurait écouté un tout petit peu plus ce qui se passe dans le Moyen-Orient, on aurait probablement pu anticiper là-dessus. Et Dieu sait que je ne suis pas du même bord, je pense qu'on aurait pu anticiper un petit peu plus. Donc la question du chemin, on parle beaucoup d'éducation et d'innovation, c'est les deux budgets que la France va couper les plus avec le coup de rabot actuel, c'est les seuls long termes où il faudrait investir. Donc ceux qui gagnent aujourd'hui, c'est les pays autoritaires qui ont ce luxe, pour de mauvaises raisons, d'avoir une vision long terme. Donc je pense que pour faire des alliances, il faut réunir cet aspect vision, colonne vertébrale et, dernier point, être dans l'action. J'entends beaucoup de frustration aujourd'hui sur encore un rapport. Il y a eu Draghi, il y a eu l'État. Maintenant, j'entends le ministre de l'Industrie qui dit qu'il fait un inventaire, et Dieu sait qu'étant Corse, j'ai de la sympathie pour lui, qui fait un inventaire des mines. Mais non, c'est dans 2 mois que beaucoup d'usines automobiles européennes vont arrêter, parce qu'elles n'ont plus de terres rares. Donc aujourd'hui, qui c'est qui met en œuvre? Donc si on fait ces 5 choses, là, on est capable de faire des alliances et plus à notre main. Donc on parlera peut-être un peu plus du comment après. Ling Yao, merci beaucoup. Ling Yao. Ling Yao, donc vous êtes directrice, je le disais, de European Studies, Chinese Academy and International Trade and Economics Cooperation. Alors bien sûr, il faudrait que vous répondiez à Mario Loyola qui dit que la Chine finalement est très avancée en termes de prix sur l'énergie. Le prix est bas. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la façon qu'il a eu de décrire la Chine? On sent que c'est quand même le grand rival des États-Unis. So it's also about the Donc, mon point de vue sur de l'ordre mondial, bon, c'est ça. Donc, what's the... Okay. Yao Ling, je viens de Chine et je... Merci Stéphanie. Donc, de mon point de vue, l'ordre économique mondial, depuis il a été établi après la Deuxième Guerre mondiale, a subi de fortes transformations lorsque l'on parle du système de commerce d'échanges mondiaux.
pendant près de 40 ans, à partir de 1948, la naissance de l'accord général sur les tarifs et le commerce, jusqu'à 1995, la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce, la libéralisation du commerce a occupé le centre du système d'échanges mondiaux et on peut voir beaucoup d'éléments de réduction entre les pays européens et les pays asiatiques et également les pays américains et les pays africains également. Et également, on peut dire quelque chose sur des marchés ouverts, non seulement le changement le commerce de commodités, mais de services. Cependant, après 2018, après le déclenchement de la crise financière internationale, la libéralisation du commerce a subi un contre-coup qui a eu un impact négatif sur la libéralisation du commerce et des échanges, comme par exemple l'élargissement de la différence de revenus et en augmentation du chômage et des infrastructures dans les pays et au niveau des sociétés, littéralement. Donc on peut vraiment voir depuis 2016 que le système de commerce mondial a été attaqué, sapé, et on peut voir une forme d'ouverture qui est jacente et même, je dirais que c'est presque une dimension existentielle pour l'Organisation mondiale du commerce. Et dans ce système de commerce mondial, les États-Unis, l'Union européenne et la Chine et également les pays en développement tels que les BRICS et donc bien sûr sont dans un processus important. Je pense qu'ils peuvent jouer leur rôle certainement d'alliance sur la base de différents consensus. Mais lorsqu'on se concentre sur le soutien des règles multilatérales ou s'adresser à traiter des questions de changement climatique ou de diversité. Par exemple, la Chine et les États-Unis ont tenu beaucoup de consensus. Donc la coopération entre la Chine et l'Union européenne contribue non seulement à leur propre développement social et économique, mais également ça permet de promouvoir l'inclusivité économique et la globalisation économique. Voilà ce que je peux vous dire. Qui en fait met en place une politique tarifaire quand même contre les véhicules chinois, par exemple, pour protéger sa propre industrie automobile. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, c'est ouvert qu'auparavant, donc moins ouvert, pardon. Je pense que les mesures tarifaires imposées par les droits de douane, utilisées par les États-Unis et avec ses partenaires commerciaux, pas seulement avec la Chine, mais également l'Union européenne. Donc, pour la Chine, nous aimerions coopérer avec la plupart de nos partenaires commerciaux dans le système international. Yann Cernici, pour passer à vous, de voir que finalement la Chine soutient aujourd'hui un peu cet ordre, l'OMC, cet ordre de l'époque, et les États-Unis beaucoup moins. C'est une sorte de positionnement inversé. Quelle est votre approche de ce shift, cette rupture de cet ordre de 1945 ? Est-ce que c'est vraiment la fin du multilatéralisme tel qu'on l'a connu ? On parlait de l'OMC qui est effectivement menacé, l'OTAN qui doit se transformer. Quelle est votre analyse? Yeah, thanks for having me. Oui, merci beaucoup de me recevoir.
Merci pour la question. J'ai beaucoup de commentaires à mettre par rapport à ce que mes prédécesseurs ont dit. J'aimerais bien évoquer cela, mais je vais d'abord répondre à votre question. Nous vivons dans une époque où on dit qu'on a vu un effondrement de l'ordre mondial, que cela ne fonctionne plus. Mais tout d'abord, j'aimerais dire que ce n'est pas le cas. Nous avons toujours un ordre multilatéral. Nous avons encore l'OMC, nous avons l'ONU. Nous avons l'Agence internationale d'énergie atomique qui est encore pertinente, mais c'est vrai que d'autres institutions ne fonctionnent pas encore à leur capacité optimale. Et il y a des choses qui ne fonctionnent pas de manière optimale parce qu'il y a des acteurs forts qui ne croient plus à la valeur de la coopération. Et cela rend presque impossible le fait de mettre en place des réglementations claires et des lois claires au niveau mondial qui lient ensemble les pays, afin qu'ils puissent accepter ces lois et ces réglementations. Et cela conduit à une situation où nous avons encore ces organisations mondiales évoquées, mais il nous faut d'autres alliances, d'autres coopérations, où les pays puissent résoudre les problèmes qui ne peuvent plus être gérés par ces autres organisations. Cela ne va fonctionner uniquement si on travaille dans la coopération. Et j'aimerais évoquer ça avec Mario tout à l'heure, parce que je crois que ce zero-sum game, il y a une chose et soit je le prends ou sinon quelqu'un d'autre le prend. Il n'y a pas le lieu de coopération. Moi, je crois encore que la coopération amène à des gains des deux côtés de la coopération, mais il faut toujours chercher des institutions et la volonté de coopérer. Non, c'était pour lui, pour qu'il puisse réagir après. Donc, je pense qu'il faut toujours se souvenir que la coopération apporte des gains pour les deux côtés et que ce jeu de somme zéro ne fait que tout le monde perd, en fait. Alors, je vois un nouveau monde. Nous avons des alliances existantes qui sont toujours présentes. Il faut les nourrir, il faut les développer, il faut chercher de nouvelles alliances là où on n'en a pas afin de pouvoir coopérer. Et il faut croire. De nouvelles alliances entre qui, alors? Pas des alliances entre de partenaires multiples. Par exemple, si on regarde la coopération entre l'Union européenne et la Chine, il y a la coopération dans le secteur économique, au niveau des normes, par exemple, ou par rapport à des sujets spécifiques en lien avec le changement climatique, de trouver des moyens de coopérer. Je suis certain que ce n'est pas possible de coopérer au niveau de la sécurité entre l'Europe et la Chine. Donc il faut regarder les sujets sur lesquels on veut travailler et puis trouver les partenaires et mettre en place des alliances. Donc il va y avoir beaucoup de partenaires. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste réagir parce que on parle d'alliance, mais la grande erreur qu'on a faite depuis 20 ans, et je crois que l'OMC a été une erreur caricaturale, c'est que les alliances, si elles sont basées sur l'illusion de leur efficacité et sur une espèce de non-dit, elles ont tout pour perdre. Je veux dire, aujourd'hui, il est évident que l'OMC a permis à la Chine d'être un passager clandestin du commerce international. Donc, juste dire on est pour ou contre l'OMC est le faux débat. Deuxième chose, moi j'étais au sommet de l'OTAN mercredi dernier, à La Haye. Tous les pays européens, enfin beaucoup de pays européens sont revenus de là en disant on a donné les 5% à Trump, mais de toute façon on ne va pas pouvoir le faire, parce que l'Espagne ne veut pas le faire, parce que la France n'a pas les moyens de le faire. Voilà. Et donc là, on crée les germes du conflit de demain. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine valeur à ne pas être dans l'illusion, ce qui est la grande maladie européenne. Hein, on est les plus compétitifs, on a les meilleurs scientifiques. Ça, c'est de l'arrogance, alors? C'est pas de l'arrogance, je pense qu'on vit dans une réalité parallèle. Je veux dire, les invertébrés que nous sommes, ou les herbivores que nous sommes, et Dieu sait, et pourtant je porte une casquette verte, vous l'avez compris, et pas rouge, et pour cause, je pense que il faut que dans nos alliances, dans nos relations d'État à État, je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec les alliances, la France, l'Allemagne.
le couple franco-allemand. On va encore le célébrer à Évian avec beaucoup de chefs d'entreprise des deux côtés. Il y aura sûrement les deux chefs d'État. Tous les projets de défense franco-allemands franco-allemands en ce moment sont tous plantés. Mais personne ne le dit. Au Bourget, on faisait encore l'illusion au Salon du Bourget. Donc je pense qu'il y a eu un vrai mérite dans les alliances à dire à la Chine ces 4 vérités, à dire aux États-Unis les 4 vérités, parce qu'aujourd'hui on a une inquiétude sur l'article 5. Les Américains nous ont dit leurs 4 vérités sur nos investissements en défense, et encore plus aux Allemands qu'aux Français. Et je pense que c'est le monde adulte dans lequel on doit rentrer. Omar Achour, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que... Alors vous êtes britannique, donc intéressant d'avoir justement votre point de vue sur cette fin du nouvel ordre, de cette fin de l'ordre de 1945, et quelles nouvelles alliances quand on se place du côté de la Grande-Bretagne. Merci. Très heureux et honoré d'être ici. Merci pour cette question. Bon, la position officielle, la position de l'opposition est la mienne. Bon, donc en fait, simplement, je vais vous définir le tableau, et ça peut être en accord avec ce que mes collègues ont dit. Une partie de la PTE, c'est que post-45 et post-91, 92, les menaces et l'environnement de menaces a changé. Maintenant, on a des États nucléarisés, un qui est prêt de perdre 30 000 personnes par mois pour s'engager dans une guerre, pour envahir un autre pays, bien sûr. Et n'oubliez, le reste de l'ancienne fédération britannique vit sur 30% de l'Europe. Donc ils sont prêts à perdre 30 000 personnes de morts, blessés, etc., des déserteurs, pour avoir un morceau de l'Europe. Et ils sont prêts à continuer cette guerre, donc ce qui en fait un opposant extrêmement dangereux. Mais également, et bien sûr, cet État a l'arme nucléaire. Donc ensuite, la forme de l'alliance change. L'alliance sur le papier, c'est très bien. Depuis 1990, le nombre de nouveaux membres de l'OTAN a augmenté. Mais si vous regardez vraiment les capacités en tant que telles, les capacités ont décliné. En fait, c'est la moitié en termes des ressources, de capacités, d'armement, en termes de nombre de troupes. Donc, l'alliance a l'air bien sur le papier. En fait, les capacités sont en pleine chute. Si vous regardez l'engagement de l'Alliance, c'est également tout à fait discutable. On se souvient, en 1994, il y a eu un mémorandum de Budapest qui a été signé et garanti pour faire en sorte que l'Ukraine se dénucléariser l'Ukraine. Et ce mémorandum a été garanti par la résolution russe, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et France et la Chine également, donc ont été signataires. Et à la fin, lorsque l'Ukraine a été envahie et n'avait plus d'armes nucléaires pour se défendre, plus de capacités conventionnelles pour le faire, en fait, l'administration Obama et le chancelier Merkel a dit « mais on va récupérer l'Ukraine avec de la diplomatie ». Donc si quelque chose se poursuit dans les pays baltes, quel sera l'engagement de l'Alliance pour soutenir des petits États qui ne sont pas nucléaires, qui ont moins de capacités conventionnelles pour se battre contre un adversaire tel que la Russie. En fait, finalement, en termes de menaces environnementales, il y a également un concurrent non étatique. Donc il y a en termes d'abus, d'utilisation du terrorisme, par exemple, des guerres asymétriques, donc en termes d'arsenaux, etc., et d'autres formes de personnel armé. Donc c'est également, bien sûr, ça apparaît dans tous les États. Donc si vous avez cet environnement de menace autour, et vous revenez à la grande taille, et nous on vient d'avoir une revue stratégique de sécurité, ceci met en évidence beaucoup de ces questions. La planification existe, l'exécution n'est pas en place. Donc on a toujours en retard.
Mario Loyola, je voudrais, évidemment, on a parlé de la guerre en Ukraine, donc il faut forcément que je vous pose une question pour réagir sur ce que vient de dire Omar Achour. Pourquoi les États-Unis ont-ils décidé de retirer la livraison des Patriotes, pour parler d'une question totalement d'actualité mais complètement liée, de retirer cette livraison des Patriotes aux Ukrainiens, les laissant donc beaucoup plus vulnérables face à la menace russe? Vous avez vous-même d'ailleurs dit que c'était aussi une menace, la Russie. Votre réponse? Encore une fois, il s'agit là d'une question très difficile qui, dans une mesure, est il y a des parallèles avec les États baltes, parce que Poutine voudrait bien reconstituer l'Empire russe, c'est vrai, mais la Russie se voit en bien ou en mal comme dans une lutte existentielle, et ce qui la rend très dangereuse, parce qu'elle veut accepter à perdre 30 000 personnes par mois, elle est prête à perdre 1 million de personnes pour préserver Mariupol sous le contrôle russe, et les pays européens ne sont pas prêts à tuer 1 million, à accepter 1 million de pertes pour garder Mariupol. Donc c'est bien sûr, c'est la dernière bombe à retardement qui a été laissée par l'Union soviétique, et d'une espèce de conflit. La tension est inévitable par rapport à ces questions, une fois que les Ukrainiens ont décidé de faire partie de l'Europe et qu'ils ne veulent plus faire partie de la Russie. Et donc ceci ne pourra pas être accepté dans le temps par l'accord de Minsk, ne pourra pas être mis en œuvre, etc. Donc maintenant, ce qui est évident, c'est que les gouvernements occidentaux et l'Ukraine, leur objectif qui étant de libérer complètement l'Ukraine aux frontières de 91, c'est impossible. C'est tout impossible, même si ça correspond au droit de 1991. Pourquoi? Parce que les Russes sont prêts à accepter des centaines de milliers de pertes, contrairement aux Européens. Donc un compromis sera inévitable. Et avec ce que les États-Unis voient et ce que les Européens vont voir rapidement, c'est qu'il faut arriver à un accord de paix entre les deux parties. Et le problème à long terme auquel la France est confrontée, l'État est confronté, et qui est plus compliqué, c'est la montée de la Chine et comment faire en sorte de vivre avec l'augmentation, la montée de la Chine militairement et industriellement, plutôt que d'aller vers de l'instabilité. Il faut réfléchir à la situation en Europe il y a 110 ans, dans ce qu'on a vu quelque chose de similaire, un système autoritaire en Allemagne qui produisait énormément de pouvoir économique, un pouvoir industriel et militaire énorme. Et le défi, c'est comment on va s'accommoder de cela dans la paix, et on a échoué. Donc, Trump a dit qu'il voulait entre l'Ukraine et la Russie. Et on voit bien, et il a dit d'ailleurs à cette dernière conférence de presse, que finalement, Poutine était plus compliqué que prévu. Donc finalement, au sein de la Heritage Foundation, comment vous voyez le leadership américain sur la paix? Parce qu'on voit bien que le transactionnel, qui est quand même la clé de la politique de Trump à l'international, ça ne fonctionne pas. Là, ça ne fonctionne pas à l'égard de Poutine. Je pense que l'administration, si ça nous ramène à l'administration Obama, qui a échoué à éviter la guerre en Ukraine, qui ont exacerbé la guerre en Ukraine. Et donc, c'est d'abord pas assez de carottes et pas assez de bâtons. Donc, la défaillance, ça remonte à 20 ans en arrière, je dirais, avec les États-Unis, qui ont fait de leur mieux pour enflammer le conflit entre la Russie et l'Ukraine. À chaque fois, ils ont empêché ce qui aurait pu être un accord pacifique du conflit, et ils ont réussi à rendre ce conflit militaire plus intéressant pour la Russie qu'une solution de compromis. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, nous devons être certains de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc je dirais que nous devons poursuivre le soutien militaire pour l'Ukraine. Je ne vais pas parler de décisions individuelles du Pentagone. Ces décisions sont à discuter. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je ne vais pas rentrer dans les discussions individuelles. Mais le point clé, c'est que je pense que la Russie fait du bluff lorsqu'elle dit qu'elle n'acceptera pas les troupes de l'OTAN en Ukraine. La Russie, en se focalisant sur la Crimée et le Donbass,
s'est résolu à l'inévitable, à savoir que l'Ukraine, à un moment donné, fera partie de l'OTAN. Mais le gouvernement européen de l'OTAN doit montrer qu'ils sont prêts à défendre la souveraineté ukrainienne, au moins dans les territoires tenus par l'Ukraine, pour éviter toute autre agression ukrainienne. Donc on peut se compromettre sur les territoires, on peut faire des compromis sur les territoires, on peut négocier sur les territoires qui ont été débattus, mais pas plus. Et je pense qu'il est important pour les gouvernements européens de faire cet engagement, pas simplement, mais en mettant des soldats sur le terrain. Et ça, des troupes sur le terrain. Et ça enverra un message clair, même à Washington. Si vous vouliez répondre, hein. Il faudra un micro. Voilà, merci. Thanks. Merci, je pense que le micro fonctionne. Oui, je voulais répondre à Mario. Parce que la première fois, vous avez dit que l'OTAN, pour l'OTAN, il serait important d'intégrer une puissance économique afin d'armer. Il fallait également intégrer les marchés énergétiques, également coopérer avec la Chine. Mais pour moi, l'OTAN n'est pas pour ça. L'OTAN, c'est une alliance de la défense où on se réunit pour se préparer contre une agression extérieure afin de pouvoir se défendre. Ici, les autres aspects que vous avez évoqués, l'Europe, ils ont l'Union européenne pour cela. Et bien sûr, les États-Unis peuvent coopérer avec l'Union européenne sur l'énergie, sur le commerce. Je serais ravi si on pourrait évoquer ces choses. Mais je suis étonné que vous n'évoquez pas la défense en parlant de l'OTAN, mais que vous parlez des autres aspects que du point de vue européen ne font partie de l'OTAN. Ça ne marche pas. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ça ira. Vous répondez et je fais réagir le reste des panélistes, hein, Mario. Mais il n'y a pas... Oui. Donc peut-être qu'on me censure, dit monsieur. Bon, je dirais qu'il est évident que je pense que la fin de la guerre froide, et c'est quelque chose qui a été discuté par l'OTAN depuis 30 ans maintenant, hein, donc la fin de la guerre froide signifiait que l'OTAN avait réussi sa mission initiale de défense des territoires de l'OTAN. La question donc maintenant, si l'OTAN doit rester pertinente, qu'est-ce que ce sera dans la situation post-guerre froide? L'action en Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie, a donné la première réponse, qui est à savoir que pour pouvoir être pertinent, l'OTAN doit pouvoir agir non pas sur juste en dehors des territoires de l'OTAN. Après le 11 septembre, on a eu la question suivante. Bon, très bien, maintenant, dans une guerre mondiale contre le terrorisme, donc quelle est la pertinence de l'OTAN? Et donc, à ce moment-là, l'administration Bush avait la doctrine du système de mission expérimentale mondiale. Et donc, l'OTAN doit des intérêts mondiaux. On doit pouvoir faire de la projection militaire dans le monde. Et les négociations sur les contributions des États membres à la défense commune, la Bush administration a dit que la France n'avait pas de tankers pour ravitailler des avions au-delà des territoires de France ou autres. Ils n'avaient pas d'avions ravitailleurs, donc par rapport au territoire national français. L'Afghanistan était le test. C'est pour ça que les États-Unis ont insisté pour faire de l'Afghanistan une mission de l'OTAN. Et la défaillance, visiblement, de l'Afghanistan, c'est là où à quoi les gens doivent réfléchir. En ce qui concerne quel est le succès que remporte l'OTAN comme en mission globale. L'OTAN se concentre seulement sur le territoire de l'OTAN, ce sera sans pertinence. De devenir planétaire pratiquement, c'est un peu ça. Faut jamais oublier, alors pour ceux qui connaissent après, ça... Je vous passe la parole, Omar. Ils le savent bien, l'OTAN n'a pas ses propres troupes. L'OTAN est d'abord une énorme machine de commandement commun et d'interopérabilité, c'est-à-dire de savoir envoyer ou avoir des plans de défense communs. Aujourd'hui, l'OTAN probablement pas, ou les États membres de l'OTAN probablement pas, puisqu'ils sont très dépendants de la puissance de feu américaine. Et surtout, ils sont dépendants de la puissance de feu américaine pour cet aspect coordination. Je rappelle quand même un chiffre qui va dans le sens de mon point sur c'est pas juste une question d'argent. Les Européens, avec le Royaume-Uni, mettent 50% du budget de défense américain, donc c'est pas rien.
Par contre, ils n'ont qu'à peu près 10% des capacités de ravitaillement, comme disait monsieur, de projection, de renseignement satellitaire, c'est même moins que 10%. Donc en fait, c'est la fragmentation européenne, parce que chacun veut son petit truc. Et après, on dit, oui, mais tout le monde achète du F-35. Bah, à nous aussi de faire l'effort de créer de vrais outils communs. Parce que le F-35 arrive, l'avion de combat américain, arrive comme une espèce d'harmonisateur. Alors certes, pour certains pays... Et ça va être le cas avec le programme de réarmement de l'Europe. Il va y avoir plus de préférences européennes. Ça a été le cas depuis 3 ans. Un chiffre qui pour moi est tout à fait choquant, c'est que depuis 2022, depuis l'invasion russe, 80%, 78% exactement des dépenses supplémentaires en défense européenne sont parties sur des industriels non européens. Et je crois 60% vers les Américains. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé en fait cet énorme appel d'air. Maintenant, on va avoir plus de moyens, mais il faut bien voir le monde dans lequel on est. C'est là où je dirais qu'il faut avoir une vision qui justement évolue. C'est qu'aujourd'hui, si ce qui se passe en Iran effectivement a un impact, parce que les missiles balistiques qui ont été tirés sur Tel Aviv ont potentiellement la possibilité de toucher Marseille et Aix-en-Provence, parce que quand la Chine, si un jour n'envahira peut-être pas Taïwan, mais personne ne le sait, mais en tout cas probablement fera un blocus, et bien ça sera les Européens, première puissance commerciale, qui seront immédiatement touchés. Quand il y a eu un problème avec les Houthis ou qu'il y a un tanker qui se met en travers du canal de Suez, c'est essentiellement l'économie et donc les sociétés européennes qui sont touchées. Donc voilà, je pense effectivement quand on a une vision aujourd'hui défense dans ce monde qui dépend de l'économie et des technologies, en fait la vision aujourd'hui d'une alliance de défense a pour moi effectivement une vocation à être vue de manière beaucoup plus large. Oui, Omar Achour. Just put it close to your mouth, it works. Vous pouvez le mettre près de la bouche. Merci. OK, merci beaucoup. Juste très rapidement sur les 3D, la diplomatie, la défense, la dissuasion aussi. On sait que la dissuasion fonctionne. Bien sûr, dans les États baltiques, ce sont des cibles plus facilement qui n'ont pas été envahies parce qu'ils font partie de l'OTAN. L'Ukraine, qui faisait partie de la fédération russe, c'est un pays qui est assez grand, qui a les dents, mais ne fait pas partie de l'OTAN et donc ils ont été attaqués. Donc quand vous avez des pays qui vous défendent. Aujourd'hui, l'Ukraine dans l'OTAN. J'espère que l'Ukraine pourrait accéder et pourrait intégrer l'OTAN. Mais je donne simplement un exemple de la dissuasion d'un seul pays. Je donne juste cet exemple. Le deuxième point sur la dissuasion. Si vous signalez que vous êtes sérieux, par exemple dans la guerre froide, l'OTAN a réservé le droit de la première frappe nucléaire à cause de la convention soviétique. Ils ont réservé le droit de dissuasion qu'ils allaient devoir utiliser des armes non conventionnelles. C'était dans la doctrine. Donc c'était un signal fort qu'ils étaient sérieux. Il ne fallait pas toucher l'Europe. Maintenant, la diplomatie qu'on a testée à multiples reprises. Aujourd'hui, l'événement de diplomatie qui a eu lieu sur le continent européen en 2022, c'était en 2015, après l'accord Minsk II, qui a été soutenu par la présidence française et la chancelière allemande entre Poutine et Vilchenko. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, si on renforce la diplomatie par la force et par une vraie dissuasion, cela ne va pas fonctionner. Enfin, pour la fabrication au niveau de la défense, c'est bien d'avoir une industrie solide de la défense, mais ça ne doit pas être quelque chose qui change avec la volonté politique, avec le changement de gouvernement. C'est un investissement à long terme. On ne peut pas dire qu'on veut aujourd'hui renforcer ma capacité de défense et puis demain changer. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est un investissement à long terme. Et c'est vraiment critique. Et cet échange entre l'économie de l'Europe et la défense de l'Europe, il faut créer les ponts entre ces deux questions. La capacité de défense doit fournir plus d'investissements
locaux et cela doit être vraiment présenté au public via les médias afin de combler cette lacune. Cet objectif européen. It absolutely will take time. Oui, ça va prendre du temps. C'est pour cela qu'il faut une stratégie à long terme. Les Ukrainiens, c'est peut-être un peu... le temps est écoulé, on me dit. Ah, ça y est. Donc, il faut faire réagir la salle. Bertrand, oui, il est 50, pardon. Je dois dire qu'on a un peu explosé les temps, comme on dit. Alors, je vois qu'il y a des questions. Allez-y, monsieur, madame. Bonjour, Mathieu Pouydessau, chef d'entreprise en Allemagne et membre de l'Institut français des administrateurs. Wandel durch Handel, alors le commerce, le changement par le commerce, ça a échoué. Nous voyons que la logique mercantile que nous avions en Europe nous a rendus extrêmement vulnérables. C'est ce qui a été dit partout ici. Et nous voyons aussi que nous n'avons pas d'alliance géopolitique européenne par rapport au Make Europe Great Again. Super chapeau, j'aime beaucoup. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt, nous les Européens, à en tirer la conséquence géopolitique et à sortir de l'OTAN pour faire notre propre alliance? Qui veut répondre? Peut-être Yann? Yann. Juste un point, il ne faut pas oublier aujourd'hui, là, c'est quand même un consensus aujourd'hui sur lequel on est passé, l'OTAN est le mécanisme de défense européen. Je crois qu'il y a eu pendant longtemps une velléité, notamment en France, d'avoir une espèce de pilier européen. Il y a eu beaucoup de discussions sur la sémantique. Aujourd'hui, vraiment, par la plupart des pays européens, regardez la Suède et la Finlande qui ont rejoint, ils ont fièrement confirmé que c'était la meilleure chose. Par contre, juste un point sur l'illusion. Les Ukrainiens sont passés de 100 000 à 1 million de drones de 2023 à 2024. Donc non, ce n'est pas juste une question de temps. Alors certes, c'est des drones simples. Et deuxième chose, depuis 3 ans, nos capacités de production dans ce pays ont augmenté de 28%, c'est-à-dire moins de 10% par an. Donc arrêtons de parler d'économie de guerre, on n'y est pas. 1, parce qu'on n'a pas d'argent, et 2, parce qu'on a des industriels qui attendent des commandes. Enfin, il faut qu'on change, il faut qu'on soit beaucoup plus radical dans le paradigme, parce que si véritablement demain on est attaqué, on a 5 jours pour tenir en termes de munitions. Alors, il y avait une autre question. Madame? Non? Non? Il n'y avait pas de question, d'accord. Qui d'autre? Vous voulez peut-être réagir sur cette question européenne, Yann? Je pense que nous aurons besoin de l'OTAN et d'autres alliances au niveau européen. On doit être certain que les bases de toutes les alliances, c'est que l'Europe peut former une Union européenne forte, efficace, qui peut parler d'une voix. Peu importe que ce soit sur la défense, la logistique, le changement climatique et toute autre chose, il faut une seule voix. Même si on est assis à n'importe quel pays européen ne tiendra pas face à la Chine, aux États-Unis ou à n'importe quel pays. Donc, la capacité européenne de développement d'alliances sur des bases respectives, basées sur la diplomatie et le savoir-faire, nous n'y sommes pas encore. Les Français ont d'une certaine conduite un peu sur la diplomatie économique, mais nous devons investir dans ce domaine et seulement, comme Européens, nous pourrons voir quel type d'alliance nous voulons mettre en place, celles qui sont judicieuses et y travailler dans tous les secteurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'OTAN. L'OTAN est là et reste pertinent. Il faut être simplement que ça fonctionne au mieux possible et si ce n'est pas le cas, il faudra voir d'autres options. Plus volontaire pour créer plus d'Europe ou pas? J'espère. Le nouveau gouvernement allemand envoie des signaux forts pour les intentions d'activités européennes communes et beaucoup de discussions au niveau européen avec plusieurs partenaires. Donc je vois une forte volonté pour faire le saut, investir et coopérer, absolument. Vous vouliez réagir? Mario aussi. Very briefly. Très rapidement, par rapport à la question, mais un dernier commentaire sur l'Alliance. Oui, au niveau de l'Alliance, en termes de quantité et qualité d'Alliance, au niveau de la quantité d'Alliance, alors c'est bien de renforcer la quantité en termes d'alliance en Corée du Sud, le Japon, la Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tout ça. La quantité c'est bien, mais la qualité est vraiment importante. La qualité en termes de masse, le nombre de personnes
la profondeur, la méthode. Est-ce qu'on a les doctrines pratiques qui peuvent fonctionner, l'état d'esprit? Est-ce que les personnes réalisent la menace et réalisent à quel point la menace est réelle? Donc la qualité est vraiment importante. Juste un mot. Hein. Yeah, and I would say that Et je dirais qu'en plus de tous ces facteurs qui sont importants pour la réussite d'une alliance, il doit y avoir également une volonté visible de la part des gouvernements d'utiliser cette force militaire quand ils doivent le faire. Et c'est vraiment un problème. Les États-Unis ont 11 groupes de porteurs d'avions et pendant beaucoup d'années, le gouvernement d'Iran pensait qu'on ne les utilisait pas pour faire quelque chose par rapport au programme nucléaire, donc ça ne valait pas la peine de les avoir. Un groupe naval de porteurs d'avions est plus valable, plus important que d'avoir 10 si on est prêt à les utiliser. Un petit peu plus. Ah, on a un peu plus, je vois le temps écoulé. Non, il y a une pression pour ceux qui ne voient pas, là on est minuté, on a des panneaux arrêtés, c'est tout. Oui. Ah, merci à tous. Je crois que la formule testée par le Cercle cette année d'inviter des gens qui contribuent à la réflexion un peu partout sur la planète est une très bonne formule. Et donc je pense qu'il faut qu'on la poursuive. Il y a un élément de convergence quand même que je note, effectivement, c'est de constater que le monde change. Alors c'est assez facile de dire ça. Ce qui est trouvé intéressant, c'est que même si le débat s'est un peu échauffé sur les questions de sécurité, je n'ai pas senti de dramatisation. Il y a d'une certaine manière l'acceptation que ce monde change et que le sujet, c'est pas tellement de se lamenter et d'être nostalgique, c'est de voir comment on s'adapte. Et on a compris que c'était plus ou moins facile de s'adapter suivant là où on se trouvait sur la planète et suivant notre propre histoire. Deuxièmement, on voit que le concept d'alliance évolue et donc le concept d'allié évolue. C'est un peu le choc des réalités, ce que je crois André a rappelé, chacun dit sa vérité aux autres, c'est comme dans un couple, c'est pas toujours extrêmement agréable. Donc on voit bien qu'aux formes de coopération traditionnelles, solidifiées par des accords, on voit des alliances qui sont plus des alliances d'intérêt, des alliances plus contractuelles, des alliances qui sont moins sur des valeurs, mais plus sur des objectifs parfois de court terme. Ça veut dire qu'il faut qu'on commence une réflexion sur les instruments de ces alliances, la durée de ces alliances, la composition, est-ce que c'est des alliances ouvertes ou fermées par exemple, et qu'on se pose, je crois que c'est Mario qui le disait au début, la question de, au fond, que veut-on avec ces alliances? Alors évidemment, on est tous d'accord qu'il faut que ça travaille pour une plus grande prospérité, une plus grande sécurité. Ce qui n'était pas très clair, c'est de savoir si c'est la prospérité et la sécurité de son pays ou la prospérité et la sécurité de notre planète ou toute autre forme intermédiaire. Ça veut dire aussi qu'il faut comprendre ce que veulent les autres. Ça veut dire qu'il faut essayer non seulement de comprendre les institutions, mais comme ça a été dit, de comprendre parfois les personnes. J'avais vu récemment Francis Fukuyama qui disait « J'ai passé trop de temps à faire de la science politique et pas assez à faire de la psychologie ». Donc on voit bien qu'aujourd'hui ça peut aider. On voit bien aussi qu'il y a une discussion sur le rôle et les missions des alliances actuelles. On vient de le voir sur l'OTAN. Quatrième point, c'est un sujet qui est évidemment transatlantique. On a vu que c'était celui qui échauffait un peu les esprits. C'est aussi un sujet transpacifique. On a assez peu parlé de ce qu'on a appelé peut-être rapidement le Global South. C'est peut-être le grand absent aussi de ce panel. Il faudra y penser pour les années suivantes. On voit bien que ce n'est pas non plus seulement un sujet de commerce, de technologie. On voit à la fin, et c'était intéressant, que c'est aussi un sujet de paix et de guerre. Il s'agit d'un sujet où les vies humaines sont en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les institutions actuelles? On voit bien qu'il y a un débat, on a parlé par exemple de l'OTAN ou de l'OMC. Est-ce qu'il y a des nouvelles institutions à créer? Est-ce que, d'une certaine manière, il ne faut pas reconnaître que les alliances dont on parle, elles s'inscrivent dans un cadre qui les dépasse, un cadre où effectivement on parle plus souvent de jeux à somme nulle que de jeux gagnant-gagnant? Dans quelle mesure elles subissent ce cadre, dans quelle mesure elles l'influencent? C'est un peu la question que je veux laisser en conclusion. Je pense qu'il faut qu'on garde les yeux grands ouverts sur ce qui se passe, ne pas se bercer d'illusions. Et pour conclure, je voudrais partager une anecdote qui remonte au siècle dernier, exactement il y a 40 ans. Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev se rencontraient pour la première fois à Genève pour discuter, en gros, entre les deux superpuissances de la guerre froide. Discussion un peu tendue, ils sortent de la salle de réunion, Reagan et Gorbatchev vont marcher au bord du lac Léman, et Reagan dit à Gorbatchev, vous savez, on parlait de guerre des étoiles, il dit, mais si les États-Unis étaient attaqués par une puissance extraterrestre, est-ce que vous viendriez à notre secours? Et Gorbatchev lui dit, oui, évidemment,
Et vous, si l'Union soviétique était attaquée, est-ce que vous viendriez à notre secours? Oui, évidemment. Ben, je pense qu'il faut qu'on ait cette image à l'esprit. On a tous ces intérêts, toutes ces divergences, toutes ces difficultés, toutes ces relations un peu abrasives. Il y a quand même quelque chose de plus grand qui nous dépasse. C'est un peu mon bébé, c'est notre planète et le salut des habitants sur cette planète. Face que ce jeu des alliances, n'oublie pas l'essentiel. Merci beaucoup. Merci Bertrand, merci à vous tous. Merci.